Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de rencontre. Macao a été officiellement rétrocédé à la Chine le 20 décembre 1999. Avant cette date, l'économie de Macao était essentiellement basée sur l'industrie manufacturière et le jeu, deux secteurs qui étaient proches de déclin au moment de la rétrocession. Et aujourd'hui, Macao est devenue l'une des villes les plus riches au monde avec un taux de chômage très bas. Comment Macao a réussi son essor économique? Et Macao a été rétrocédé 2 ans après Hong Kong. La politique un pays, deux systèmes y a également été appliquée. Quels changements la société a-t-elle connus et quels défis doit-elle faire face? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Ding Yifan, chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État, et M. Xu Tiebing, expert en affaires internationales, professeur à l'Université de communication de Chine. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, rappelons un peu la situation de Macao avant la rétrocession. Avez-vous des souvenirs particuliers? Des souvenirs, mais je connais un peu l'histoire, mais je n'ai jamais été à Macao avant la rétrocession. J'ai été à Macao tout récemment, donc je connais un peu l'histoire. Macao a été une espèce de concession donnée par la dynastie des Ming. Donc à la fin de la dynastie Ming, les Portugais venaient en Asie faire du commerce. Donc ils avaient l'intention de louer cette île à la dynastie des Ming. Donc la dynastie des Ming a accordé son accord à ses commerçants portugais. Donc ils ont occupé cette île, ils payent tous les ans des frais de concession à la cour de la dynastie des Ming, etc. Mais ce statut a été changé un peu après la guerre de l'opium. Après la guerre de l'opium, les Anglais ont fait incliner la cour des Qing, etc. La dynastie Qing a dû céder une partie du territoire. Hong Kong, par exemple, a été cédé par la dynastie Qing à l'Angleterre. Et à ce moment-là, les Portugais, après la sommaire de l'opium, a réussi à obtenir aussi de la cour des Qing, de la dynastie des Qing, un accord spécial faisant de Macao aussi une espèce de concession, mais cette fois-ci, la concession est devenue un euphémisme, parce que Macao, comme Hong Kong, est devenu une véritable colonie. Mais seulement comme l'Empire de Chine, ou la dynastie des Qing, gardait encore le contrôle sur tout le territoire de la Chine. Donc, ces puissances coloniales européennes ne pouvaient pas prétendre la colonie d'une ville ou d'une île, etc. Donc, c'est devenu quelque chose de très particulier. Hong Kong et Macao ont été cédés par la dynastie Qing à l'Angleterre et au Portugal comme ville. Mais c'est sous contrat en fait. Il a des contrats. Il y a un contrat. Il y a un contrat de 99 ans. Donc officiellement, c'est un contrat commercial. Mais contrairement à une concession ordinaire. Dans une concession ordinaire, un pays ou une société qui loue cette île, ce territoire, n'a pas le droit d'exercer l'exterritorialité sur cette île, alors que sur Macao et sur Hong Kong, l'Angleterre et le Portugal avaient le droit d'exercer l'extraterritorialité, c'est-à-dire ils contrôlent exactement la souveraineté de ces îles. C'est ça là. Mais il y a une évolution dans le cas de Macao par rapport à Hong Kong, parce que dans le cas de Macao, c'était une véritable concession sous la dynastie des Ming. Mais c'est seulement sur la dynastie après la guerre de l'opium que Macao est devenu une sorte de territoire colonialisé par le Portugal. Oui, moi je vais ajouter quelques points. Premièrement, c'est-à-dire la dimension géographique. C'est la petitesse, si vous voulez, pour désigner le territoire de Macao.
Moi, j'étais 3 fois à Macao. La première fois, bien sûr, avant le retour. En général, c'est 2 heures, ça suffit pour visiter les 3 petits minuscules l'île. Donc, du point de vue de développement sur potentialité, c'est beaucoup plus limité. Et deuxième plus important, comme Tinifan avait déjà mentionné, c'est que le Portugal, finalement, c'est une puissance coloniale faible, pauvre. Du point de vue de confrontation, avec des arrangements, ils n'ont pas suffisamment de force qu'avait l'anglais possédé dans toutes les négociations, dans le processus de négociation, mais aussi dans la routine pendant, disons, je dirais dans les années 50, 60 et 70. C'est justement, moi je pense que ça c'est important, ce qui convient, disons, qu'on pose la troisième question, c'est l'assise sociale et historique, que les forces patriotiques à Macao l'emportent beaucoup plus fort que le cas de situation à Hong Kong. On va revenir un peu sur le système politique un peu plus tard dans notre émission, mais on voit qu'au moment de la rétrocession, en fait, il y a beaucoup d'attention qui sont tirées vers l'économie de Macao et qui était essentiellement basée sur l'industrie manufacturière et le jeu, les casinos. Donc l'un des grands enjeux lors de la rétrocession, c'est de pouvoir diversifier son économie. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une diversification de son économie? Oui, il y a certainement une diversification des activités économiques de Macao. Il suffit de regarder que maintenant, sur l'île de Macao, à part les casinos, etc., il y a d'autres choses. Avec ces infrastructures, disons, des hôtelleries, etc., avec ces infrastructures, nous avons encouragé le développement d'autres activités comme des conférences, par exemple. À Macao, il y a beaucoup de centres de conférences. Nous avons même initié tous les ans une conférence des pays de langue portugaise. C'est-à-dire que les anciennes colonies portugaises des Africains, le Brésil, etc. Le Macao est devenu le lieu de rencontre de tous les pays de langue. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très rare. Parce que même le Portugal n'avait pas l'intention, n'avait pas le moyen d'organiser ce genre de choses. Et c'est Macao qui organise tous les ans ce genre de rencontre. Donc, avec cette rencontre, donc des activités de conférences, etc., il y a des activités qui sont liées à ça. Le commerce, par exemple. Le commerce entre les pays russophones. Comment ça s'appelle, russophones? Sont liés à ce genre de choses, mais il y a aussi l'éducation, l'enseignement supérieur, etc. De plus en plus d'universités ont créé leur branche, leur affiliation un peu sur l'île. Et tout récemment, le gouvernement central Pékin a pris une décision de développer le marché financier international à Hong Kong. Donc, Hong Kong a des infrastructures. On va créer une place de bourse, c'est ça? C'est ça. Hong Kong va créer une bourse. Avant la création de cette bourse à Macao, il y a déjà beaucoup d'activités d'assurance. Donc, Macao a des infrastructures pour le développement des activités financières. Et maintenant que nous avons décidé d'installer une bourse à Macao, donc Macao va profiter aussi du capital international pour financer des activités, non pas seulement cette île, parce que tout de même la population de Macao est très limitée. Donc, mais Macao est un point de lien entre le marché chinois et le marché international. Et de ce point de vue, la bourse de Macao peut en partie remplacer des activités de Hong Kong pour créer le pont, le lien entre le marché chinois et le marché international. C'est-à-dire, si on résume, moi je pense que sur cette période de reconversion, c'est-à-dire d'abord à peu près 8 ans à 10 ans d'infrastructures à achever, c'est à partir de 2005-2006, si on voit les effets positifs commencent à s'émerger. Notamment, je pense, comme Tinifan avait bien mentionné, c'est qu'aujourd'hui, Macao devient un des 10 centres de loisirs, d'exposition,
etc. C'est assez rare parce que souvent quand on dit exposition, centre de conférence, on pense New York, on pense Genève ou d'autres. En effet, c'est que Macao, avec son statut, avec sa superficie, c'est minuscule, réussir à s'émerger parmi un petit top. Ça, c'est très important. Deuxième, c'est que c'est l'association et intégration avec la partie du côté, disons, gauche du delta Perle. Macao, tant d'histoire, exportation, manufacturation, c'est limité. Mais aujourd'hui, avec son statut, il devient le lieu de réexportation des produits fabriqués dans le delta. Ça, c'est important. Et troisième, je pense, c'est le soutien du gouvernement central, notamment avec une partie, je dirais, disons, de location de l'île de Hengqin, qui va, disons, augmenter 3 fois plus la superficie. C'est là que le campus, les activités, etc., se déplacent, je dirais, pour sortir la limite géographique tellement limitée. Et enfin, moi, je pense que c'est le tourisme, avec, disons, une certaine baisse des activités, l'industrie du casino, les jeux de hasard, etc. Mais c'est quoi? C'est le tourisme au sens profond. Parce qu'auparavant, Macao, c'est limité, les gens y arrivent, 2 heures, ça part, on ne passe pas la nuit. Et maintenant, c'est surtout la nuitée hôtelière a augmenté beaucoup plus, 10 fois plus qu'avant. Comme vous avez expliqué tout à l'heure, les conférences et la bourse, en fait, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Macao a réussi un essor économique grâce à l'intégration de son économie avec la Chine, la partie continentale d'une certaine manière, oui. Bien sûr. Après la rétrocession de la souveraineté de Macao à la Chine, le gouvernement central doit toujours venir en aide, en assistance au département de Macao, parce qu'il faut lui trouver des activités, etc. Le tourisme est une activité assez importante. Si vous voyez le nombre de touristes de la Chine continentale à Macao, ça fournit beaucoup de sources de revenus aux habitants de Macao, parce que à la différence de Hong Kong, Macao, il n'y a pas beaucoup d'habitants. La population de Macao est très limitée. Et pourtant, ça bénéficie d'accès au marché chinois, etc. Macao est aussi un port de transport, etc. Surtout pour des produits, fruits de mer, etc. Macao est complètement lié au marché intérieur du canton de la rivière de Perle, etc. Donc tout cela est lié ensemble. C'est pour ça qu'en Chine même, nous avons cette stratégie de développement de la Grande Baie. Ouais. La Grande Baie comprend Macao, Hong Kong, Shenzhen et Zhuhai, etc. Des grandes villes, même les villes qui étaient considérées comme des zones économiques spéciales à l'époque, c'est-à-dire des villes pilotes qui bénéficient des politiques publiques un peu spéciales dans la région, comme Shenzhen, Zhuhai, etc. Donc tout cela pour faire fusionner l'économie de toute la région ensemble. Et on sait très bien que dans le monde, il y a plusieurs baies où l'économie est beaucoup plus développée. La baie de Tokyo, la baie de San Francisco, la baie de New York, etc. Ce sont des régions où les villes sont interconnectées pour développer leurs avantages comparés. Et là aussi, on veut faire en sorte que dans cette grande baie en Chine, que les villes différentes, Macao, Hong Kong, Shenzhen et Zhuhai, développent leurs propres spécificités et leurs avantages comparés différents pour redynamiser l'économie de la région. C'est la logique, c'est le retour de logique, disons. 4 siècles en avant, Macao, Zhuhai ont fait le même parti du district de Xiangshan. C'est le pays natal de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen à l'époque, oui. Et après, disons, les Portugais, disons, ont pris devenir une sorte de comptoir colonial, mais disons, les liens historiques, culturels et surtout commerciaux et financiers, ça se maintient, ça se renforce. Et aujourd'hui, avec l'impulsion, avec l'encouragement du gouvernement central, c'est que si vous voyez, c'est que Zhuhai, Macao redevient intégré financièrement et économiquement. C'est toujours dans la logique
du grand pain de la sous-région. Alors on voit que Macao a été rétrocédé 2 ans après la rétrocession de Hong Kong et on a appliqué aussi le système un pays de système, la politique un pays de système. En fait, c'est vraiment une invention chinoise qu'on ne trouve pas vraiment ailleurs dans le monde. Donc pour les téléspectateurs, pouvez-vous nous expliquer, on ne peut pas expliquer tout sur cette politique, mais quelle est tout simplement la relation entre le gouvernement central et le gouvernement de cette région administrative spéciale, quelle est la relation entre les deux? Je pense que la traduction un pays de système n'est pas très bien faite, parce que c'est un mélange. Un pays veut dire n'importe quoi. C'est pratiquement, il faut le traduire par un État de zone d'administration. Parce que l'État reste tout souverain. L'État est unique. Ce n'est même pas un État fédéral en Chine, c'est un État unique, centralisé, etc. etc. Donc l'État est unique. Macao et Hong Kong font partie de l'État chinois. Mais on fait appliquer des mesures, des approches de l'administration différentes. Il y a une zone d'administration spéciale qui est désignée à Hong Kong et à Macao. Et donc à Macao, cette administration locale disons, est complètement autonome. C'est-à-dire que le chef, le Parlement, si on peut dire le Parlement, ça s'appelle le Conseil législatif. Le Conseil législatif, tous sont élus localement par les habitants de l'île de Hong Kong, approuvés bien sûr par le gouvernement central, par Pékin. Et puis, pour les affaires quotidiennes, gestion, etc., le chef de la zone d'administration spéciale gère les affaires avec son cabinet, de façon autonome, etc. Seulement, la défense et les affaires étrangères sont assumées par le gouvernement central, par Pékin. Donc, vous allez à Macao, donc les affaires quotidiennes sont gérées localement par la population locale, par les représentants de la population locale, par le chef de cabinet et de la zone d'administration spéciale. Oui, c'est-à-dire que c'est unification au-dessus de la diversité, avec des arrangements bien précis. Dans le cas, par exemple, beaucoup de pays, on préfère plutôt homogénéisation. Tout un pays, tout un système. Et tandis que nous, historiquement, si on va, on trouve toujours pour des régions ou des endroits de terroir, on peut faire quelques arrangements particuliers, à condition que cela ne trouble pas l'ordre social national. Et essayer, par exemple, chez nous, ce que nous faisons avec un État, si vous voulez, un État de système, c'est-à-dire un processus d'effacement de l'héritage colonial, mais je dirais en même temps transformer l'avantage des liens historiques pour favoriser le développement national tout en accordant certains arrangements, je dirais que ce soit sur la base culturelle, politique ou économique. Ainsi, on fait une grande transition dans ce processus, je dirais, réintégration et uniformisation du pays. Mais en fait, ce qui est intéressant de revenir, c'est que pourquoi la Chine a, vous avez dit, ce sont des arrangements, donc pourquoi la Chine a fait ces arrangements? Apparemment, au moment de la négociation sur ces rétrocessions, il y avait beaucoup de conflits, même, c'était pas vraiment une fleur tranquille, tout ce processus. Vous avez tous évoqué que c'était pas vraiment des colonies, mais en fait, par exemple, le Portugal ou même les Anglais, ils sont vraiment exercé des politiques de colonisation sur ces territoires. Donc ils considèrent peut-être cela encore comme leur précaré. Et du coup, est-ce que cette politique de garder les administrations spéciales, est-ce que c'est une sorte de concession, je ne sais pas, un consensus? Donc pourquoi on a en fait, cet arrangement? Cet arrangement spécial a été décidé au moment où, avant la rétrocession de la souveraineté, c'était aux négociations entre les Chinois et les Portugais, entre les Chinois et les Anglais.
il y avait des négociations sur la mode de l'administration de ces zones après la rétrocession de souveraineté. Mais tout de même, c'est une période de transition. C'est décidé pour 50 ans. Ce qu'on voit aujourd'hui, un état de zone d'administration, etc., c'est une méthode ou c'est une approche provisoire. Ce n'est pas une... c'est-à-dire, au bout de 50 ans, il n'y aura plus de différence entre Macao, Hong Kong et d'autres provinces de Chine. Il y aura plus de provinces. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la rétrocession, à bien des égards, la Chine était un pays en développement. La Chine était un pays relativement pauvre. Alors que Hong Kong et Macao étaient, à cause de leur statut de ville internationale, etc., étaient des villes beaucoup plus développées que le reste de la Chine. Donc c'était un traitement spécial qu'on a accordé aux habitants de Hong Kong, aux habitants de Macao, pour qu'ils continuent à bénéficier de ce statut de ville internationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, entre la Chine continentale et ces deux villes-là, il y a encore une espèce de douane. Donc les Chinois ne peuvent pas aller librement dans ces deux villes. Les Chinois, bien sûr, à l'intérieur de la Chine, peuvent voyager, peuvent s'installer n'importe où. Mais pour aller dans ces deux villes, à Macao et à Hong Kong, il faut obtenir une espèce de visa. Oui. Il faut justifier votre motif de voyage, etc., etc. Si vous voulez vous installer de façon permanente à Macao ou à Hong Kong, ce n'est pas interdit, mais il faut un processus d'approbation très compliqué, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est pour garder un certain nombre d'avantages des habitants de ces deux villes que nous avons choisi à l'époque cette approche spéciale de deux zones d'administration. Par exemple, si on comparait par exemple la situation de Gao, la situation de Bendijili, c'est toujours, disons, en Inde, n'est-ce pas, on voit New Delhi, comment il va traiter, disons, ses héritages, ses comptoirs coloniaux. C'est un coup catégorique, on va avoir l'armée. Alors nous préférons beaucoup plus, une façon, disons, beaucoup plus flexible. Modéré. Beaucoup plus modéré. C'est la philosophie chinoise. Oui. Et deuxièmement, c'est le caractère, disons, géographique. Si par exemple Macao et Hong Kong, en fait, ce sont des îles fortement liées avec le continent. C'est pas offshore trop loin du continent. On sait que par exemple dans la composition disons mondiale, il y a par exemple certaines îles offshore trop loin du pays. Mer, et souvent c'est la séparation, c'est un peu le conflit en permanence avec les forces centrifuges et, disons, l'unification. Alors nous, géographiquement, cette question ne se pose pas. Et troisièmement, c'est un facteur historique qui s'évolue, c'est-à-dire historiquement, Macao et Hong Kong, y compris les deux entités, disons, c'était surtout plutôt entités économiques, pas suffisamment politiques. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, avec une certaine ingérence des forces étrangères, notamment occidentales, Hong Kong devient beaucoup plus politisé. Mais historiquement, si vous voulez, en fait, ces deux endroits-là n'ont pas cette tradition si politisée. Alors, peut-on dire que c'est une transition assez réussie dans le cas de Macao, oui, c'est une transition très réussie, parce que c'est une ville complètement autogérée, quoi. Et la gestion de Macao est autonome, bien gérée et relativement. Quoique de plus en plus d'habitants de Macao choisissent de venir s'installer à Zhuhai, la ville à côté, parce que les infrastructures, ou le niveau d'infrastructure, le niveau d'habitation à Zhuhai est meilleur. Parce qu'avec le développement de la Chine, depuis ces dernières années, surtout depuis ces 10 dernières années. C'est un peu l'inverse. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que les conditions d'habitation. Macao a à peu près aujourd'hui, disons un peu plus, un demi-million d'habitants. Alors auparavant, c'est moins de 400 000. Donc aujourd'hui, à peu près un quart de la population travaille à Macao le jour et passe la nuit
Et dans leur maison, c'est à côté du continent. Mais quels sont les défis à relever dans le futur? Par exemple, est-ce que la situation, par exemple, à Hong Kong va influencer aussi Macao, ou quels sont les défis économiques qu'on doit encore relever pour Macao dans le futur? D'une manière générale, je pense que Macao est une zone beaucoup plus stable. Parce que vu l'importance de la population locale, et vu les liens entre Zhuhai et Macao, je pense que Macao est beaucoup plus stable de ce point de vue que Hong Kong, parce que tous les jours, les habitants de Macao traversent la douane pour venir dormir à Zhuhai et ils vont travailler dans la journée à Macao, donc ces liens-là ne peuvent pas être se couper aussi rapidement, contrairement à Hong Kong. Oui, on est pour le moment, je dirais, dans une logique de réintégration au sens large, intégration culturelle, économique et financière. Donc, je pense quand on dit le statut, l'avenir de Hong Kong, de Macao, etc., aujourd'hui, on y pense en même temps, toujours associé avec le Zhuhai, c'est le retour de logique, disons, terroir, ensemble, intégré. Alors, dernière question, parce que quand on parle de ce système de transition, un pays de système, le gouvernement central, le gouvernement chinois insiste toujours sur l'enrichissement et le développement aussi de cette politique. Donc, quelle orientation va prendre, quels sont les enrichissements et le développement futur dans ce cas-là, pour cette politique? On espère que Macao, étant donné son statut un peu particulier, parce que c'est tout de même, contrairement aux autres villes de Chine, Macao bénéficie aussi d'une certaine liberté de mouvement de capitaux, par exemple. C'est pour ça que Macao est la seule ville chinoise qui ait le droit d'organiser des activités de jeu. Le casino, etc. À l'intérieur de la Chine, dans aucune ville de Chine, le jeu ou le casino sont permis. Là aussi, donc c'est un cas particulier, spécial. Maintenant, on va créer une bourse à Macao. Je pense que la bourse de Macao bénéficiera aussi d'une certaine liberté de mouvement de capitaux, contrairement à Shanghai et à Pékin, etc., ou à Shenzhen, parce que à Shanghai, la bourse de Shanghai et la bourse de Shenzhen sont sous le contrôle des capitaux. Donc, le montant des capitaux étrangers qui viennent en Chine pour investir dans ces marchés de portefeuille, sont contrôlés. D'ailleurs, il faut être qualifié comme investisseur institutionnel, il faut être qualifié pour pouvoir investir dans ces bourses-là, tandis qu'à la bourse de Macao, je pense que dans l'avenir, la bourse de Macao sera complètement ouverte, comme celle de Hong Kong. Oui, je pense, premièrement, c'est que quand on tire l'avenir, c'était surtout associé avec Zhuhai ensemble. Si on voit le bilan du Delta, c'est là, y compris l'avenir de Macao au deuxième, c'est aussi important, c'est que ce n'est plus, je dirais, manufacturation, industrialisation classique, c'est toujours informatisation, automatisation, c'est-à-dire la recherche de high-tech aujourd'hui qui occupe une position beaucoup plus importante à Macao, même, disons, par rapport à Hong Kong. Mais, bien, encore une fois, c'est toujours associé avec Zhuhai. Cela représente l'avenir du futur de la ville. Je vous remercie tous les deux. Merci pour vos analyses. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.